Alors vous pouvez huer, mais par contre vous applaudissez très fortement Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, qui mène la bataille sur la mobilisation pour l'éducation nationale. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'accueil, pour la syndicaliste que je suis, pour la professeure aussi que je suis. Je vous rassure, pas à Stanislas, hein, mais dans un lycée de l'Essonne. Il me semblait très important d'être là ce soir parce que finalement l'école, et l'école publique en particulier, est très certainement, si ce n'est le symbole, au moins le révélateur de la crise démocratique que nous traversons. Elle l'est à deux titres. D'abord, sur la façon dont est, je dirais, gouvernée l'éducation nationale. Et de ce point de vue-là, je vous dirais quelques mots de ce qu'on vit, nous, en tant que représentants syndicaux. Et puis, il y a aussi la crise que traverse le projet éducatif, qui vient, d'une certaine manière, aussi percuter le projet démocratique quand on voit l'avenir qui est réservé à nos élèves, notamment les élèves des milieux populaires, et à quel point le sort qui leur est réservé mine, en fait, la démocratie. Alors pour commencer sur cette crise de gouvernance de l'éducation nationale, vous le savez, hein, en tant qu'organisation syndicale, nous avons des élus dans des instances où on est censé pouvoir débattre, même parfois voter sur les projets de réforme. Tout ça, depuis Jean-Michel Blanquer, ça a été complètement vidé de son sens. C'est-à-dire que oui, nous sommes élus, oui, nous siégeons dans des instances, mais notre parole est complètement niée. Un exemple très récent dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celui de la réforme de la voie professionnelle. Donc réforme portée par Carole Grandjean, qui tout simplement consiste à réduire le nombre d'heures de cours pour les élèves, et donc pour les élèves des milieux populaires, puisque les lycées professionnels, c'est quand même un tiers de la jeunesse et de la jeunesse populaire. Il y a donc une diminution du nombre d'heures de cours pour ces élèves, pour les élèves qui ont besoin le plus d'école. On a débattu. On a montré à quel point ce projet était contraire à l'idéal qu'on porte pour nos élèves. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote dans une instance censée être représentative qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation. Ce vote a été sans appel. Aucune voix pour le projet porté par Carole Grandjean et porté par Emmanuel Macron. Aucune. Même le MEDEF n'a pas voté pour. C'est vous dire quand même à quel point ce projet semble délétère pour beaucoup de monde dans ce pays. Résultat, que s'est-il passé? Ce week-end, le ministère a publié les décrets qui mettent en place la réforme de la voie professionnelle à la prochaine rentrée. Donc on nous parle de dialogue social, on nous parle de démocratie. Amélie Oudéa-Castéra, quand elle ne met pas le feu à l'éducation nationale, a quand même eu cette expression pour parler du Conseil supérieur de l'éducation. Elle nous a dit c'est le Parlement de l'éducation nationale. Alors nous, on est un peu tombé de notre chaise. C'est le Parlement de l'éducation nationale, personne ne vote pour, mais la réforme passe. Ça s'appellerait le 49.3 le 49.3 de l'éducation nationale, on s'y retrouverait. Donc, on a ces lieux qui sont censés être du dialogue social, et nous, on y croit. Voilà, au SNES-FSU, à la FSU, on joue le jeu du dialogue social parce qu'on porte la parole de nos collègues et on est élus pour ça. Sauf qu'en face de nous, depuis quelques années, on a des gens qui dévoient complètement ce dialogue social. Je parlais là de la réforme des lycées pro, je parlais de Jean-Michel Blanquer, c'est quand même celui qui, alors qu'on contestait sa réforme sur le fond, c'est-à-dire qu'on lui montrait que la réforme du bac et la réforme du lycée, elle allait conduire nos élèves dans le mur, et donc on engageait le débat avec lui. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, oui, alors dans un premier temps, il nous a dit, bon, vous êtes des ventilateurs à angoisse. Bon, on l'a pas très très bien pris. Et puis, quand on s'est mis à se mobiliser, c'est-à-dire à faire grève, il nous a traités de preneurs d'otages en disant que, voilà, quand même, on pouvait pas faire ça pour nos élèves. Et donc, petit à petit, tout ça a miné la démocratie au sein de l'éducation nationale. Et c'est vraiment un point d'alerte pour nous. Parce que quand une organisation syndicale, et d'ailleurs toutes les organisations syndicales, puisque sur cette question de la démocratie, nous nous retrouvons toutes et tous, quand on ne peut plus jouer notre rôle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus porter la parole de nos collègues, eh ben, forcément, on a des collègues qui nous disent « mais bon, à quoi vous servez? À quoi sert la démocratie ?» Et voilà, nous aussi, on a des élections professionnelles, et dans ces élections professionnelles, bah, force est de constater que l'abstention augmente. Parce que nos collègues nous disent « mais finalement, où est la démocratie dans l'éducation nationale ?» On a confiance, on vous fait confiance, on vote pour vous, mais ensuite, en face, personne ne vous écoute. Et donc, ça mine, bien évidemment, la confiance qu'il peut y avoir dans cette démocratie sociale, mais ça a aussi des implications, je dirais, au-delà de l'éducation nationale. Parce que quand vous avez un candidat qui devient président de la République, qui fait des promesses sur les profs, sur la rémunération des enseignants notamment, mais aussi sur tout son projet éducatif,
et qu'ensuite on ne peut pas, et qu'il n'y a pas d'échange sur le sujet, qu'il n'y a même pas de débat possible, et qu'en plus les promesses ne sont pas tenues. Je ne vais pas vous faire la liste des promesses non tenues par le président de la République, parce que je crois que le temps est compté, donc ça ne va pas être possible. Mais par exemple, la promesse d'augmentation de 10% de tous les enseignants, elle n'a pas été tenue. Et quand on cumule tout ça, les difficultés à faire vivre la démocratie sociale, les promesses non tenues, on a quand même de plus en plus de collègues qui nous disent, mais finalement, à quoi ça sert de voter aux élections professionnelles? À quoi ça sert de voter tout court? Moi, je peux vous dire que des collègues qui, en salle des profs, nous disent finalement on va s'abstenir, et je parle des élections politiques, pas seulement des élections professionnelles, on en a de plus en plus. Et c'est pas pour surjouer le côté les profs on est les meilleurs, etc. Mais moi quand j'entends des profs dire ça sert à rien de voter, je trouve que c'est un signal d'alarme qui devrait quand même tous, mais je dis bien tous, nous alarmer. Donc ça c'est, je dirais, sur la façon dont se déroule le dialogue social et la question de la gouvernance de l'éducation nationale. Alors je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve à très court terme, mais finalement, quel que soit le ou la ministre, depuis 2017, on est quand même sur un vrai sujet de crise de fonctionnement et de gouvernance de l'éducation nationale qui impliquerait certainement de redonner du souffle à la démocratie dans l'éducation nationale, de redonner de la place aux instances de dialogue social, que le CSE, le Conseil supérieur de l'éducation, soit juste une instance consultative, ça pose quand même question. En tout cas, il faut que la parole des organisations syndicales et que la démocratie vive pleinement. Et puis je le disais, il y a un deuxième point de fracture très important en termes démocratiques, c'est ce qui est en train de devenir l'école, et plus particulièrement l'école publique. Je parlais de la réforme Blanquer du lycée et du baccalauréat, il y a eu Parcoursup, il y a la réforme de la voie professionnelle. Aujourd'hui, vous entendez certainement beaucoup parler des groupes de niveau, du choc de savoir et des groupes de niveau qui ont été annoncés par Gabriel Attal quand il était encore rue de Grenelle. Ces groupes de niveau, nous au SNES FSU, on a tout de suite dit attention. Attention, parce que c'est quand même, ça revient à tourner le dos à l'idée que, oui, on peut et on doit apprendre ensemble, et que l'école, c'est le lieu où on apprend à être ensemble, et où on apprend de la différence, et on apprend en étant confronté aux autres. Et puis là, en ce moment, alors on a tenu ce discours-là, Gabriel Attal a communiqué, quand on lui disait ça, il nous parlait Marseillaise, SNU, etc. Donc encore une fois, un très bon exemple de dialogue. Et ces derniers jours, c'est en train d'arriver concrètement dans les collèges. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, on prépare la rentrée 2024 en ce moment, au mois de janvier. Et donc là, nos collègues, ils sont en train de se voir répondre, à partir du mois de septembre, il va falloir trier les élèves. Il va falloir mettre des élèves dans le groupe 1, le groupe des élèves les plus faibles, et mettre d'autres élèves dans le groupe 2 et dans le groupe 3. Il va falloir les mettre dans le groupe 1 en fonction de leurs résultats. Et donc là, on est en train de dire à nos collègues, vous allez trier les élèves. Et on est en train de s'apercevoir, par exemple, que non seulement dans le groupe 1, il y aura les élèves les plus faibles, mais il y aura aussi les élèves en situation de handicap, parce que forcément, ils ont aussi des difficultés à avancer au même rythme que les autres. Et il y aura aussi les élèves allophones, les élèves qui viennent d'arriver en France. Et nous, qu'on nous dise, à nous enseignants, qu'on va trier les élèves sur cette base-là, voilà, ça vous explique aussi la colère qu'il y a en ce moment dans l'éducation nationale, que les collègues de collège étaient très mobilisés jeudi, qu'on sera de nouveau en grève demain, parce qu'à travers ce projet, on touche directement à l'identité professionnelle qui est la nôtre. Moi, j'ai coutume de le dire, on n'a pas choisi de devenir prof pour trier les élèves. On a choisi de devenir prof pour tous les faire réussir. Et tous les faire réussir, aujourd'hui, on nous empêche de tous les faire réussir. Il y a cette question des groupes de niveau, il y a la façon aussi dont le lycée et l'accès aux études supérieures a été transformé. Et on voit bien qui sont les grands perdants de ce grand marché scolaire qui est en train de se mettre en place. Ce sont les élèves des milieux populaires. Et ce sont ces élèves des milieux populaires à qui finalement on a promis que l'école publique serait le lieu de l'ascenseur social. Ces élèves-là, en fait, sont en train de se rendre compte que c'est pas vrai. Ils sont en train de se rendre compte qu'on leur a menti et qu'on leur ment. Et ils nous le disent. Je peux vous dire, par exemple, qu'en juin en juin dernier, début juillet, et puis même, il n'y avait pas besoin d'attendre les émeutes pour que des élèves des milieux populaires nous disent ça. Combien d'élèves, moi j'ai pu entendre, parce que j'enseigne en banlieue parisienne, mais aussi mes collègues m'ont raconté la même chose, des élèves qui nous disent, ce que vous nous dites, c'est, voilà, effectivement, c'est très bien, liberté, égalité, fraternité, on voit bien ce que c'est, on va visiter l'Assemblée nationale, etc. Mais dans les faits, c'est pas du tout ce qu'on voit. Dans les faits, ils nous disent, dans ma cité, personne ne trouve du travail. Et quand on sort du lycée, quand on sort des études supérieures, on est toujours exclu. Donc,
à travers tout le projet éducatif qui est en train de se mettre en place, bien évidemment, ça heurte directement, par exemple, nous, les convictions qui sont les nôtres en termes de réussite de tous les élèves, de démocratisation du système éducatif, mais c'est aussi en train de miner la démocratie. Parce que nos élèves et leurs familles ne sont pas dupes. Ils voient bien que les promesses qui leur ont été faites ne sont pas tenues. Et au final, ces élèves-là, ces familles-là, toutes ces mesures, elles sont en train de créer du ressenti social. Et c'est ce qu'on a dit à Gabriel Attal sur les groupes de niveau. On lui a dit, dans le contexte actuel, vous êtes en train de jouer avec le feu, avec la démocratie. Parce que vous êtes en train de créer du ressenti social. Bon, évidemment, ça lui a fait ni chaud ni froid. Il nous a dit, on va passer au point suivant. Mais c'est quelque chose, me semble-t-il, qu'il faut avoir en tête quand on parle de crise démocratique. L'école, qui est le lieu même où se vit la démocratie, où se crée la démocratie, est en train de perdre ce rôle-là en raison des réformes et du projet éducatif qui est mis en place. Voilà, donc je ne ferai pas plus long, mais il me semble que c'est quand même un des éléments importants à avoir en tête quand on parle démocratie. Merci.